All rise. Veuillez vous lever. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience du mécanisme international a appelé à exercer leurs fonctions résiduelles. The tribunal pénal est ouvert. Please be seated. Le président. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire. Monsieur le greffier d'audience, je vous prie de citer le numéro de l'affaire. Le greffier d'audience. Merci, bonjour, monsieur le président, monsieur le juge. C'est l'affaire MTPI 1596. C'est le procureur contre Jovica Stanisic et Franco Simatovic. Le président, merci. Et maintenant, la présentation des parties. D'abord, l'accusation. Monsieur Stringer, bonjour. Monsieur le président, monsieur le juge, pour l'accusation, Douglas Stringer, avec Sarah Clanton, Grace Harbour, Thomas Logel et Alan Hofstede. Maître Jordache, bonjour, monsieur le président, monsieur le juge. Pour la défense de monsieur Stanisic, moi-même, Wayne Jordache, Kationa Murdoch, Ian Edwards, Ruby Axelson, Joe Holmes, Dushko Babic, Diana Bacanovic et Marilena Stigbauer. Maître Bakrach, bonjour, monsieur le président, monsieur le juge. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et extérieur du prétoire. Pour la défense de monsieur Simatovic, sont présents aujourd'hui Vladimir Petrovich, Eva Yerman, Bartosz Lekers-Hensholt, Nela Livraniesh et moi-même, Mikhailo Bakrach. Merci. Le président. Aujourd'hui, nous commençons par les déclarations liminaires concernant la présentation des moyens de preuve de la défense de l'accusé Stanisic. S'il n'y a pas de questions préliminaires à soulever de l'un ou de l'autre parti, j'invite Maître Jordache à commencer. Maître Jordache. Merci, Monsieur le Président. Je serai bref d'abord pour vous expliquer comment ces déclarations liminaires vont se dérouler. La première partie concerne les arguments erronés sur lesquels se base cette affaire. Et deuxièmement, nous allons montrer en détail ce que les preuves de la défense vont montrer. Il y a peu de choses qui ne sont pas alléguées contre M. Stanisic dans l'entreprise criminelle commune avancée par l'accusation contre lui de façon vorace. Non seulement il a commandé, il a déployé les bérets rouges, les tigres d'Arkan et les scorpions dans les opérations de nettoyage ethnique en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, mais il était l'homme numéro un de Milosevic et l'un des organisateurs, fournisseurs et contrôleurs principaux des machines politiques et militaires des Serbes en Bosnie et en Croatie. Peu d'actes d'accusation englobent une telle gamme d'implications directes dans les activités politiques, militaires et paramilitaires. Et c'est pour cela qu'il est important d'examiner au début l'argument sous-jacent de cette thèse contre M. Stanisic. Et il est important de remarquer que l'accusation ne accuse pas M. Stanisic de seulement avoir incité ou autrement utilisé de divers auteurs directs à commettre des crimes. Donc ils vont beaucoup plus loin. Comme la diapositive numéro 1 montre, d'après l'accusation, Stanisic commandait des milliers d'hommes au niveau politique, militaire et paramilitaire. Mais ce commandement allégué de M. Stanisic s'étend sur un éventail étourdissant des protagonistes militaires et civils, notamment la VRS, la JNA, les TO et bien sûr ses propres 3 unités. Cette affirmation est bien sûr absurde et la fragilité des preuves en parle de façon éloquente. Malgré cet argument sous-jacent, ils ont décidé de ne pas avoir fait des poursuites
au pénal contre lui pour la responsabilité de supérieur hiérarchique conformément à l'article 7.3. Cette contradiction qui est au cœur de leur thèse fait clairement admettre que l'accusation ne peut pas prouver que M. Stanisic avait un contrôle effectif sur qui que ce soit, même pas sur M. Simatovic. Autrement dit, ils ne croient pas eux-mêmes en leur thèse. C'est de la rhétorique, c'est une stratégie qui a coûté cher à M. Stanisic. Prenons Arcan. Il n'y a pas une seule pièce à conviction suggérant que M. Stanisic n'ait jamais rencontré ou même parlé à Stanisic pendant la guerre. Les preuves montrent qu'en 1994, 40 des anciens hommes d'Arcan ont été utilisés lors de l'opération Paouk ou Araignée. En 1995, pendant quelques mois, 7 entre 400 de ces hommes ont reçu des per diem par le biais de l'ADB. Il est difficile de croire que cela représente une base pour la thèse consistant à dire qu'il s'agissait de la responsabilité de supérieur hiérarchique ou pour une autre thèse du tout. Il n'est pas étonnant de voir que Teunis s'est pris les pieds dans le tapis lorsqu'il a essayé d'aider la thèse de l'accusation, comme le montre la diapositive numéro 1. Pendant des années, il a épluché des documents, mais le mieux qu'il ait pu faire est de suggérer que Stanisic n'a pas réussi à accomplir le mandat du service de la sûreté de l'État, à savoir à neutraliser le groupe d'Arcan. Pour ce qui est, il y a donc très peu de preuves et c'est la même vérité qui s'applique sur d'autres responsabilités par commandement allégué de Martic au Scorpion. Prenons Badja. Il n'y a pas de preuves démontrant que Jovica Stanisic a commandé Badja de façon formelle ou informelle et qu'il était son supérieur d'après l'accusation. Et d'après le mémoire préalable procès, Milovanovic, le chef de l'état-major de la VRS, aurait témoigné que Badja considérait Stanisic comme étant son chef. La diapositive numéro 3 montre que ce n'est tout simplement pas juste et censé, et mis à part que Badja, en tant qu'adjoint, était le supérieur de Jure et de Stanisic, au lieu de présenter des preuves qui démontraient le modèle d'ordres qui ont été donnés et l'obéissance à ces ordres, l'accusation n'utilise qu'une observation qui prête à confusion découlant d'une seule conversation. J'essaye d'utiliser des mots de façon prudente, mais il est stupéfiant de voir que qui que ce soit puisse faire l'objet de poursuites en s'appuyant sur cette base superficielle. Ils essayent de tenir M. Stanisic responsable pour les 30 000 hommes qui travaillaient dans la sécurité publique, qui étaient commandés par Badja sans aucune preuve. Il ne s'agit que de plus d'allégations, de rhétorique, de stratégie, d'injustice. Ces années de stratégie, ces années de lutte contre ces allégations extravagantes, ces années de stress dégradant son état de santé et provoquant une dépression clinique, ces années de réveil et pendant lesquelles il savait que si la stratégie d'accusation réussissait, il passerait le reste de ses jours en prison, ces années pendant lesquelles son épouse a essayé de tenir ensemble les membres de la famille et des amis, ces années pendant lesquelles son fils, âgé de 19 ans, a vécu au rythme de cette affaire en craignant le pire. Et nous remercions la Chambre non seulement d'avoir accordé à M. Stanisic la mise en liberté provisoire, mais également, même s'ils doivent rester à Belgrade, mais également d'avoir réduit des pires excès de la nouvelle requête de l'accusation dans cette affaire. M. Stanisic est reconnaissant bien sûr l'accusation, donc c'est amèrement plein de chaque décision, mais leur détermination d'ouvrir une nouvelle enquête dans cette affaire parle de façon éloquente de leur évaluation pour ce qui est de leur thèse, à savoir que leur thèse, la première thèse, est manifestement faible. Pourtant, ne vous attendez pas à ce qu'ils l'admettent ou à ce qu'ils fassent des concessions quelconques. Il s'agit que de plus de rhétorique, de stratégie, de changement de leur thèse pour
Pour ce qui est de la diapositive numéro 4, lors du premier procès, l'accusation a avancé la thèse selon laquelle le 4 mai 1991, Stanisic et Simatovic ont identifié 28 hommes à Golo Beach qui ont été considérés comme les plus qualifiés pour former le noyau de l'unité des opérations spéciales de la DB. Et, je cite, principalement, fin de citation, ils ont eu pour tâche d'entraîner des hommes dans des 26 camps d'entraînement en Croatie et en Bosnie, notamment 5000 hommes qui sont restés sous le commandement de Stanisic pendant toute la guerre. Cette affirmation de l'accusation s'appuie sur le discours prononcé par M. Simatovic à la cérémonie de la remise des prix à Kula, où il s'est vanté que l'unité commandait 5000 hommes qui étaient engagés au combat contre les forces de la police croate dans la RSK. Pourtant, cette affirmation concernant 28 entraîneurs d'élite a été furtivement abandonnée. Lors du premier procès, l'accusation n'a nommé que 22 d'entre ces 28 entraîneurs et les preuves pour 20 de ces entraîneurs sont en fait très insuffisantes. En fait, si on se penche sur la thèse de la défense, à savoir que Stanisic a abandonné cette unité qui était en formation au printemps 1992, vous pouvez voir que jusqu'au printemps 1992, 16 membres de cette unité étaient déjà morts ou manifestement n'étaient pas en lien avec Stanisic. Et pour ce qui est du reste de ces membres, les preuves ne permettent pas de tirer une déduction raisonnable selon laquelle Stanisic ait eu un lien quelconque avec eux jusqu'à ce qu'il n'ait pas rejoint la JATD vers la fin de l'été 1993. Donc, l'accusation aurait dû se replier sur les bases de leur thèse dans le nouveau procès, mais au lieu d'admettre qu'ils ont commis une erreur, ils ont continué donc à se lancer dans des échappatoires et des choses vagues et générales. D'après la diapositive numéro 4, nous voyons qu'il n'y a que 28 membres des membres des Bérets Rouges. Au départ, il s'agit de Subotic, Vasiljevic, Bojovic, Milakovic, Debeli, Mijovic et Vukmirovic, connus aussi sous le nom de Vuk. Donc, 5000 subordonnés sont partis, ont disparu, ainsi que 26 camps d'entraînement qui ont été repris dans le discours prononcé par Simatovic à Kula. Comme nous avons montré dans le premier procès, l'accusation n'a même pas réussi à établir prima facie la thèse concernant des implications quelconques de la DB dans ces 14 camps d'entraînement mentionnés dans le discours de Kula, encore moins des implications du premier accusé. Et maintenant, lors du nouveau procès, l'accusation a mis l'accent sur les opérations militaires après avoir compris que les preuves ne corroborent pas la thèse selon laquelle les accusés ont formé un réseau intégré de camps d'entraînement secrets et l'accusation se concentre maintenant sur un nombre limité des camps d'entraînement et sur le déploiement de l'unité dans les opérations militaires en Bosnie et en Herzégovine. Qu'est-ce que cela nous dit pour ce qui est de l'approche de l'accusation dans cette affaire? Monsieur Jordache, les intervenants vous prient de ralentir votre débit. Maître Jordache, je m'en excuse. L'accusation a soumis que la Chambre d'appel a pu condamner en toute sécurité les accusés en s'appuyant sur les preuves versées dans le dossier dans cette affaire. Nous savons que l'accusation n'est plus de cet avis, mais cela nous en dit plus. Cela nous dit ce que l'accusation a décidé, ce qu'il serait la vérité dans cette affaire. Dans le premier procès, ils ont dit, je cite, la perte du jugement dans l'affaire Milosevic a laissé un vide pour ce qui est de l'histoire au niveau historique concernant les atrocités commises par Milosevic. Et maintenant, ce tribunal international a l'occasion de créer un dossier historique permanent en phase finale de son existence. Donc, pour ce qui est des atrocités commises et pour rendre justice aux victimes de ces crimes haineux. Pourtant,
ils ne peuvent pas définir l'essentiel de cette affaire. Et cela nous montre que le problème ne gît pas au fait que Milošević est mort, mais que le problème est que ils veulent créer donc ces dossiers historiques permanents qui ne sont pas basés sur les preuves. Je m'excuse, j'ai voulu dire que la vérité qu'ils veulent est la vérité qui confirmerait l'existence de l'entreprise criminelle commune sur la base desquelles Milošević pourrait être condamné par contumace en absence. C'est pour cela qu'ils n'ont pas réussi à présenter des thèses raisonnables ou faire des concessions quelconques pour ce qui est des preuves. Il s'agit d'une sorte de myopie qui est néfaste pour la vérité et qui ne peut pas mener à l'appréciation juste des preuves. Regardons l'entreprise criminelle commune dans cette affaire. Dans l'acte d'accusation sont énumérés des Serbes de Belgrade suivants en tant que membres présumés de l'entreprise criminelle commune: Stanišić, Simatović, Milošević, Kadijević, Hadžić, Bogdanović, Badja, Kertész, Arkan et Šešelj. Et après 25 années de poursuite au pénal, aucune de ces personnes n'a été condamnée par ce tribunal pour avoir participé à l'entreprise criminelle commune présumée dans cette affaire ou pour une chose similaire. Bien sûr, certains d'entre eux sont morts, Badja, Arkan, etc. Mais voyons ce qu'il y en est des autres. Šešelj a été acquitté d'avoir participé à l'entreprise criminelle commune. Kadijević, Hadžić, Bogdanović et Kertész n'ont même pas été fait l'objet de l'acte d'accusation. À la différence de M. Stanišić, ils profitent tous de leur retraite à Belgrade. On est en face de la réalité. Ce sont des choix de l'accusation. Et la thèse de l'accusation ne ressemble davantage ni à une vérité ou à une justice. Il s'agit plutôt d'une stratégie déterminée dont l'objectif est de condamner Milošević par le biais d'un simple jugement. Leur intention n'est pas de faire un dossier historique contenant des matériels de 25 ans qui montrent que les Serbes à Belgrade ont partagé l'intention de commettre des crimes commis par les Serbes en Croatie et en Bosnie. Et leur détermination les contraint à avoir des perspectives qui ne sont pas réalistes et qui se appuient sur des distorsions, sur des déformations et non pas sur des preuves. Regardons la diapositive numéro 5 qui montre ce qui est notre thèse, à savoir que la thèse de l'accusation contre Stanišić s'appuie sur 3 distorsions qui découlent de l'intention de faire condamner Milošević. Donc, toute condamnation de Stanišić pour cette entreprise criminelle commune, s'appuyant sur ces bases erronées, si cette distorsion ne représentera pas quelque chose de convaincant et de crédible pour ce qui est du travail des pays grecs et du mécanisme. Selon nous, cela serait une anomalie qui qui représentait une distorsion de la vérité. Regardons de ces distorsions. La première distorsion, les Serbes en Croatie ont partagé l'intention criminelle avec les Serbes à Belgrade et en Bosnie pour ce qui est du transfert forcé et de l'expulsion des non-Serbes à partir du mois d'avril 1991. C'est manifestement faux. D'abord, bien sûr, ce conflit n'englobait pas une entreprise criminelle commune s'étendant de 1991 à 1995 en Croatie et en Bosnie. Il est allégué que l'entreprise criminelle commune a commencé à exister
au plus tard, en avril 1991, et a continué à exister jusqu'au au moins 31 décembre 1995, et qu'y ont participé de divers individus, y compris des Serbes de Bosnie, de Croatie et de Belgrade. Ils ont donc décrit cette entreprise comme étant une entreprise amorphe qui pourrait expliquer les actions militaires et politiques de tous les Serbes pendant 5 ans du conflit, indépendamment de l'extrémisme musulman et croate et brutalisation des victimes serbes. Deuxièmement, dans les affaires engagées devant le TPY, il n'a jamais été établi que l'entreprise criminelle commune, l'ECC, avait commencé en août 1991. Ceci n'a pas été établi dans l'affaire Martic, dans l'affaire Babic, dans aucune des affaires engagées devant le TPY. Cette allégation en l'espèce n'a qu'un seul objectif, de présenter les mesures prises par les Serbes de Croatie, des mesures maladroites d'autodéfense, y compris la base d'entraînement à Golubic, comme des actes criminels, pour impliquer ainsi Milosevic et les Serbes de Belgrade. Il est particulièrement facile de l'alléguer en l'espèce, parce que, comme l'accusation le sait, les éléments de preuve présentés en ce qui concerne le soutien donné par Stanisic aux Serbes de Croatie ne sont pas seulement incohérents, mais ils disparaissent tout à fait. Au mois d'août 1991. Le fait déformé numéro 2. Les Serbes de Bosnie auraient partagé l'intention criminelle avec les Serbes de Belgrade et de Croatie pour transférer de force et expulser les non-Serbes à partir du mois d'avril 1991. C'est un autre argument qui est manifestement faux. D'abord, et bien sûr, le CC bosno-serbe n'a pas commencé en avril 1991. L'expert de l'accusation, Donja, a témoigné qu'il n'existait pas d'objectif commun d'expulser avant le mois de mars 1992. Donc imaginez présenter une affaire relative à l'entreprise criminelle commune, à l'ECC, où vous souhaitez mettre en accusation tous les Serbes de Belgrade, mais pour ce faire, il faut rejeter le témoignage de votre propre expert. D'ailleurs, comme le montre la diapositive numéro 6, si Milosevic a jamais adopté les objectifs stratégiques bosno-serbes, ce qui semble peu probable, il les a rejetés dans leur intégralité à la fin de l'année 1992 et au début de l'année 1993. Comme l'a confirmé Donja, Milosevic a exercé des pressions sur des Serbes de Bosnie pour qu'ils signent le projet de paix élaboré par Vance Oven à la fin de l'année 1992 et au début de l'année 1993. Ce faisant, il rejetait explicitement au moins 3 objectifs stratégiques sur la totalité de 6, y compris le premier objectif qui, selon l'accusation, jouait un rôle crucial en ce qui concerne le nettoyage ethnique. Comme l'a également confirmé Donja, Milosevic a simplement posé l'appât de l'unification entre la Serbie et les régions bosno-serbes et croato-serbes. Toutes les initiatives allant en ce sens venaient des Serbes de Bosnie et de Croatie, ou, comme l'a souligné Nielsen, voyez sur ce point la diapositive numéro 7, à partir de 1992, Milosevic estimait que l'unification était une mauvaise idée. Je cite, « Il y avait une histoire de l'amour non partagé entre la Serbie d'une part et la RSK et la RS d'autre part. » Fin de citation. Par conséquent, il n'est pas surprenant que dans les affaires relatives à l'ECC en Bosnie, les plus importantes, qu'il s'agisse de l'affaire Krajišnik ou Karadzic ou Mladic, il n'a pas été conclu que Milosevic ou quelques autres Serbes de Belgrade, y compris Stanisic ou Simatovic, aient participé à l'ECC. Comme il a été souligné par la Chambre de première instance dans l'affaire Karadzic,
paragraphe 34-60, les intérêts divergents qui ont fait jour entre les dirigeants bosno-serbes et les dirigeants de Serbie pendant le conflit, et notamment les critiques et la désapprobation continuée de Milošević vis-à-vis des politiques et des décisions prises par Karadzic et les dirigeants bosno-serbes n'ont pas permis d'établir que Milošević était d'accord avec le plan commun. Finalement, le fait déformé numéro 3, qui est très particulier à ce procès, on dit que les bérets rouges ont existé à partir du mois de mai 1991 en tant qu'une seule unité qui opérait à l'intérieur d'une chaîne de commandement militaire, à l'intérieur des structures de l'ADB, à la tête desquelles se trouvait Stanisic. C'est un autre argument qui est manifestement faux. Les éléments de preuve montrent qu'il existait toute une série de groupes qui, pour la plupart, étaient désorganisés, n'avaient pas suivi de formation, n'avaient pas de commandement uni, et rendait compte à toute une série de personnalités différentes, y compris à des moments donnés, à des personnes au sein du MUP serbe et de l'ADB, mais non pas à Stanisic. La véritable question qui se pose dans ce procès, ce que l'accusation cherche à dissimuler, n'est pas de savoir si une seule unité existait, mais si les liens existants entre Stanisic et les auteurs de crimes directs donnent lieu à parler de la responsabilité individuelle. Si cela doit servir de cadre à une entreprise criminelle présumée, il est nécessaire de démontrer et de définir cette unité militaire qui aurait existé. La thèse de l'accusation doit reposer sur l'analyse de la structure de cette unité, de ses fonctions, de ses membres, des rôles qui ont joué, de la chaîne du commandement, des objectifs poursuivis et de la manière dont les hommes ont été recrutés, envoyés sur le terrain pour combattre ou poursuivre des entraînements, la manière dont on a coordonné leurs activités avec d'autres unités militaires au cours des opérations militaires. Au moins, il est nécessaire que les éléments de preuve démontrent qu'il existait des constantes au niveau du commandement, au niveau des membres, au niveau de l'appellation, au niveau de la manière dont l'unité a été identifiée de l'extérieur et au niveau des fonctions qu'elle exerçait et de l'objectif qu'elle a poursuivi. À la place de tout cela, l'accusation a adopté une approche différente. Au lieu de présenter sa thèse en détail, tout ce que nous avons à notre disposition, c'est le mémoire préalable de l'accusation où l'on définit le rôle de seulement 8 membres présumés des bérets rouges, à savoir Riki, Dragan, Bojovic, Milakovic, Debeli, Mijovic et vous. Quant aux autres, nous avons tout simplement une liste de noms et il y a très peu de précision ou il n'y a aucune précision quant au rôle qu'ils ont censé avoir joué, quant aux actes qu'il aurait commis et quant aux liens que Stanisic aurait eu avec eux. Dans le cadre du premier procès, il était au moins possible de voir que 28 hommes se trouvaient au cœur de l'unité. Nous pouvions suivre ce qu'ils auraient fait. Maintenant, l'accusation a retiré cette partie de sa thèse et il ne nous reste que les activités de 8 hommes et puis une liste toujours grandissante d'hommes qui auraient apparemment été membres de cette unité. Mais c'est une stratégie que l'accusation est forcée d'adopter parce que ces éléments de preuve sont peu fiables. Si vous construisez votre thèse sur une série de dossiers personnels où les gens affirment avoir fait partie d'une unité sans donner de détails, eh bien, c'est la seule stratégie que vous puissiez adopter. Cela ne présente aucune surprise. Si vous baptisez votre thèse sur des présupposés, voilà à quoi vous aboutissez. Si vous laissez de côté vos propres éléments de preuve, c'est bien le résultat
auquel vous arrivez. Comme le montre la diapositive numéro 8, la thèse de l'accusation suivant laquelle il existerait une seule unité repose sur 4 piliers. Le point de départ pour la défense est de démontrer que ces piliers ne tiennent pas debout. D'abord, il y avait un plan de créer une unité qui a commencé à être réalisé à Golubic. Stanisic était le commandant. Il commandait Dragan et ils ont créé une unité d'élite. Les éléments de preuve présentés par l'accusation sont contradictoires et ne corroborent pas cette idée. Babic, qui n'était pas très amical vis-à-vis des deux accusés, a confirmé que Stanisic était peut-être un évité, peut-être un supérieur, un responsable à Golubic. Le témoin RFJ 066 a confirmé que c'était seulement après le départ de Simatovic en juillet que les hommes du capitaine de Dragan ont été placés sous le commandement de Franky et ont tous commandé à porter des bérets rouges. Le deuxième présupposé est d'après son témoignage, Simatovic a assumé le commandement de l'unité seulement à partir du mois d'août 1991. Par ailleurs, comme le montrent les éléments de preuve présentés par l'accusation, les Kninja n'ont participé qu'à 2 opérations seulement, une à Glina, le 26 et le 27 juillet 1991, et une à Lovinac le 5 août 1991. Les éléments de preuve démontrent que Dragan commandait au cours de ces opérations et non pas Simatovic. Le troisième faux présupposé qui se trouve à la base de la thèse présentée par l'accusation, que cette unité en germe commandée par Stanisic a été créée afin d'organiser des camps d'entraînement en Krajina et sur le territoire de la SBSO et pour participer aux opérations militaires en Croatie, ainsi que sur le territoire de la SBSO. Comme le montre la diapositive numéro 9, qui ne devrait pas être présentée au public, le témoin RFJ 137 a confirmé ce que Stanisic avait dit très clairement à l'époque. Cette unité en gerbe devait être utilisée sur le territoire de la Serbie et devait être utilisée pour sécuriser des installations, pour garantir la sûreté des personnalités importantes et des représentants étrangers et ne devait pas participer aux opérations militaires. Comme le montrent les éléments de preuve, cette unité en germe à Fruška Gora et à Paisoš a participé à une opération militaire à Bapska et elle a participé à un entraînement ad hoc de 2 groupes seulement. L'un de ces groupes a peut-être été dirigé par Turney, un autre groupe s'est peut-être dirigé vers Chamatz. Mais ce ne sont pas des éléments de preuve susceptibles de démontrer qu'il s'agissait d'organiser des camps d'entraînement à travers le territoire de la Croatie et à y engager des opérations militaires. Comme le montre la diapositive numéro 10, qui ne doit pas être diffusée en public, un homme appelé Majstorovic, qui a été recruté parmi les premiers, et qui était un nationaliste, un extrémiste, comme il l'avouait lui-même, a quitté cette unité qui était en train d'être formée parce que justement, elle n'allait pas combattre les Croates et les musulmans. Qu'est-ce que l'accusation a à dire sur ce document ? Donc un document tiré de son dossier personnel. Rien du tout. Effectivement, il n'y a rien à dire. Quatrième présupposé erroné.
que malgré une altération dans les fonctions attribuées à l'unité, rien n'a changé en réalité en ce qui concerne le commandement de l'unité. Eh bien, nous disons que l'accusation elle-même a présenté des éléments de preuve très persuasifs, tirés de différents dossiers personnels, qui corroborent le point de vue de la défense, selon lequel cette unité en germe a été démantelée au début du mois de mars ou au printemps 1992. En particulier, de nombreux hommes ont postulé pour faire partie d'une unité du MUP serbe à cette époque. Stanisic a été impliqué, mais aucune de leurs candidatures n'a été traitée, mis à part quelques vérifications opérationnelles qui ont été menées. Par ailleurs, comme le montre la diapositive numéro 11 et comme le montrera la défense dans le cadre de la présentation de ses moyens, Krsmanovic, qui avait reçu la tâche de créer l'unité GATD en 1993, a reçu un ordre de la part de Stanisic pour se renseigner sur les antécédents des Bérets rouges. En 1994, les éléments de preuve qu'il a recueillis étaient tout à fait cohérents avec ce que Stanisic avait dit sur ce point à l'époque, à savoir, cette unité en gerbe s'était désintégrée. Une minorité est restée pour sécuriser Paisoche et la Maison Blanche, Bela Kucha, alors que la majorité des anciens membres a continué à faire des sales besognes en utilisant les uniformes et les insignes des bérets rouges. Comme le montre la diapositive numéro 12, l'unité s'est désintégrée pour former au moins 9 groupes en Croatie avec toute une série de commandants différents. Qu'est-ce que l'accusation a à dire sur ce point? Silence total. L'accusation semble avoir conclu qu'elle n'était pas tenue d'expliquer ces éléments de preuve. Elle préfère que vous tiriez des conclusions les moins favorables. Monsieur Stringer, excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'essaie de ne pas intervenir pendant que le Conseil présente ses arguments très passionnés. En fait, c'est ce que nous sommes en train d'écouter, des arguments passionnés, des commentaires. Et nous estimons qu'en fait, c'est une représentation erronée de la thèse présentée par l'accusation. Je ne vais plus intervenir, mais je pense qu'il convient de le noter et de le souligner. Il ne s'agit pas de la plaidoirie en ce moment. Or, c'est ce que nous sommes en train d'entendre, ou tout au moins une argumentation qui aurait dû être présentée lors de l'audience en application de l'article 121. Je le signale tout simplement en fin du compte-rendu d'audience, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Le Président, avant que Monsieur Jordache ne reprenne, je lui signale que nous n'avons pas de jury dans le cadre de ce procès, Maître Jordache. Eh bien, Monsieur le Président, Messieurs les juges, je rejette les critiques formulées par l'accusation. Nous présentons notre déclaration liminaire et nous pouvons le faire comme bon il nous semble. Et nous le faisons en définissant l'approche adoptée par l'accusation et en la critiquant. Et ensuite, nous allons esquisser les moyens de preuve que la défense compte présenter. Donc, il est impossible de présenter des objections sur cette base. Monsieur Stringer, excusez-moi, mais avant que la défense ne reprenne, je tiens à signaler au juge de la Chambre qu'il faudra peut-être procéder à une expurgation. Je pars de la page 13, ligne 14 à 15. Le Président, excusez-moi, pouvez-vous nous redonner cette référence, Monsieur Stringer? Ah oui, je vois. Très bien, merci beaucoup. Maître Jordache, vous pouvez reprendre. Maître Jordache. Alors, nous ne disons pas ceci pour nier que certains membres du MUP serbe ou de la DB sont restés en contact avec des membres de départ de l'unité.
et qu'ils se sont servis de ce contact pour voler, pour piller. Et les éléments de preuve présentés montrent effectivement que cela a peut-être été le cas. Lorsque l'unité s'est désintégrée pour former 9 groupes différents, il n'était pas difficile de former de petits groupes de paramilitaires au cours de la guerre. C'était en fait très facile à faire. Il fallait juste trouver un parrain dans une institution d'État telle que la GNA, la VRS, le MUP ou la DB, et il fallait en plus trouver tout simplement une poignée d'hommes partants et dispo. Cela était très clair en Croatie et cela est devenu encore plus clair en Bosnie en 1992 à 1993, comme le montrent les éléments de preuve. Un grand nombre de nouvelles unités de bérets rouges ont fait jour, y compris à Brčko au mois d'avril et mois de mai 1992, à Zvornik en avril 1992, à Doboj au mois de mai 1992 et en Bosnie orientale en 1993. L'approche de l'accusation consiste à dessiner vaguement une unité et l'objectif qu'elle cherche à réaliser ce faisant est de détourner votre attention de ce que vous devez faire, à savoir examiner les liens pour établir qui a organisé ces unités et à quelle fin. Dans l'arrêt Krajišnik, où on cite à la fois les affaires ou les arrêts Brđanin et Martić, on explique les critères de la preuve qui sont applicables dans les affaires de cette nature. Il faut présenter des éléments de preuve démontrant qu'un membre de l'ECC a explicitement ou implicitement demandé à un non-membre de l'ECC de commettre un tel crime ou à inciter, encourager, ordonner ou s'est autrement servi d'un non-membre de l'ECC pour commettre ce crime. Ces critères doivent être appliqués. Il faut qu'il existe des éléments de preuve clairs montrant que des ordres ont été transférés des dirigeants politiques vers des officiers militaires et que des dirigeants ont activement surveillé les opérations qui ont été entreprises sur la plan d'un plan généralement articulé par les dirigeants politiques. Autrement dit, malgré les efforts investis par l'accusation pour détourner votre attention, les juges de la Chambre doivent examiner ces liens, vérifier si des ordres ont été passés de Stanisic vers les commandants paramilitaires, vérifier s'il a activement surveillé les opérations qui ont été entreprises sur la base d'un plan d'action. La défense montrera que même si certains membres des unités ont été liés à des membres individuels du MUP ou de la DB serbe, la plupart ne l'ont pas été. Et le plus souvent, ils n'ont pas agi en poursuivant un plan. En fait, le plus souvent, ils ne poursuivaient aucun plan. Ils ne contribuaient pas aux opérations poursuivies par la GNE ou par la VRS. Il s'agissait tout simplement des sections dévouées au pillage qui cherchaient à s'enrichir. Comme le montrera la défense, il n'y a aucun élément de preuve démontrant que Stanisic leur donnait des ordres, suivant un plan ou autrement. L'idée que le chef de la sécurité de l'État, un homme qui manifestement pouvait s'enrichir en puisant directement dans le trésor de l'État s'il le souhaitait, s'abaisserait au point de créer des unités tout simplement pour piller et non pas pour aider les Serbes de Croatie et de Bosnie, n'a tout simplement aucun sens. Quand on examine ces liens, on voit qu'il y a un mensonge qui se trouve au cœur de la thèse de l'accusation. Et je vais tout simplement vous citer quelques exemples. D'abord, le capitaine Dragan et ses bérets rouges. Même Tonins, qui était un membre estimé de l'équipe d'analyse militaire de l'accusation pour la plupart de l'existence du TPY, devait admettre qu'il n'y avait pas de preuves documentaires qui établissaient ou permettaient d'établir un lien direct, une participation directe de M. Stanisic aux activités du capitaine Dragan pendant la période pertinente. Allowed to establish direct links or direct involvement of Mr. Stanisic in relation to the activities of Captain Dragan in the underlying period. But that is one.
Mais ça, c'est un problème. Le deuxième problème est peut-être encore plus important. Les éléments de preuve montrent que chaque fois que Dragan était basé dans la région, son arrivée n'était pas anticipée par les autorités locales, et encore moins arrangée par la DB de Serbie. Comme la diapositive 13 le montre, cela valait bien s'agissant de son camp pathétique à Divic. Plutôt que d'être un instructeur d'élite bien payé et soutenu par la DB, Dragan a exploité le chaos et le manque de structures fonctionnantes, y compris la police, a essayé de renverser les autorités locales. Finalement, ces hommes ne faisaient rien d'autre que faire semblant d'être des soldats et traîner dans les parages. Dans la pièce P2934, page 4492 jusqu'à 3, Milovanovic a déclaré qu'ils étaient des salauds renégats, des voleurs. Donc la défense pose la question de savoir où est le lien avec une plus grande unité, où est le commandement de Stanisic et encore où est le plan. C'est ce qu'on voit d'un côté. Donc il n'y a pas d'éléments de preuve qui suggèrent qu'une unité des bérets rouges créée par Dragan faisait partie d'une plus grande unité ou d'un plan plus large. D'autre part, nous trouvons Czerny et les événements survenus à Bosanski-Shamatz, où il y a au moins quelques éléments de preuve montrant un lien avec Stanisic, même si cela n'est pas convaincant. L'accusation fait valoir au paragraphe 95 et 166 de leur mémoire préalable que Stanisic avait déployé l'unité sous le commandement d'un membre de l'unité, à savoir Czerny, pour prendre le contrôle de Bosanski-Shamatz en avril 1992. Fin de citation. Il y a au moins un certain nombre d'éléments de preuve suggérant que Stanisic était informé de l'existence de Czerny et qu'il avait joué un rôle dans son départ à Bosanski-Shamatz et que Franko Simatovic avait joué un certain rôle dans leur entraînement à Paizosh. Mais ce n'est pas convaincant, comme je l'ai dit. Néanmoins, l'examen des liens entre Stanisic et les hommes et ce qui s'est passé à Bosanski-Shamatz expose cette déformation selon laquelle il y avait une seule unité sous le commandement de Stanisic. D'abord, cet aspect de la thèse de l'accusation est avancé par le biais de la déposition du témoin RFJ 035 qui dit avoir été entraîné sous le contrôle de Simatovic. Et ensuite, il est devenu membre des Bérets Rouges de Stanisic. Néanmoins, l'examen de son dossier personnel montre qu'en 1992, il a signé une déclaration confirmant que, je cite, « Depuis que nous sommes partis de Bosnie pour Bosanski-Shamatz, j'étais membre de l'unité des forces spéciales du MUP de la Krajina. » Fin de citation. Cette affirmation datant de cette époque portant sur l'appartenance à d'autres unités est corroborée par tous les autres rapports de combat. Pas un seul membre présumé des Bérets Rouges n'a déclaré avoir fait partie à l'époque de l'unité des Bérets Rouges de la DB. Srećko Radovanovic était le commandant du peloton au sein du SRS. Debeli était le chef de l'état-major de la brigade de Posavina, sans qu'on fasse un lien quelconque à la DB de Serbie. Dans le cadre d'un procès devant un tribunal militaire le 25 novembre 1992, Milkovic a dit qu'il faisait partie d'un groupe de radicaux qui sont venir en aide aux soldats dans la région de Posavina en tant que commandant de l'unité des forces spéciales au moment de la prise de contrôle.
il a dit que le lien entre son unité de volontaires et le MUP de Serbie a pris fin au moment où le conflit a éclaté entre Radovanovic et Czerny au sujet du commandement et contrôle. Je cite, « Depuis, le groupe a agi en tant que la police de la Republika Srpska ». Fin de citation. Diapositive 14, il ne faut pas la montrer en public. Porte des commentaires sur le retour de Czerny à Bosanski Shamatz en octobre 1992. Un rapport militaire résume le désenchantement local s'agissant de son retour. Il a promis à la VRS qu'il allait ramener 700 volontaires avec lui. Et pourtant, il n'en a ramené que 20. Fin de citation. Et certains n'avaient jamais servi sur un champ de bataille. C'étaient des fainéants. Des fainéants sont venus de Kragujevac. Et néanmoins, il a essayé de voler les meilleurs hommes d'autres unités afin de créer un bataillon de choc. C'est pourquoi la défense va poser la question de savoir où est le lien avec une plus grande unité. Où est l'unité des bérets rouges de Czerny sous le commandement de Stanisic et où est le plan? Donc ça, c'est le deuxième point de départ pour la thèse de la défense. Nous exhortons la Chambre de première instance d'examiner avec le plus grand soin cette unité présentée par l'accusation. Ce n'est rien de plus qu'un cheval de Troie élaboré pour faire en sorte, pour vous persuader qu'il n'y a pas besoin d'examiner les faits dans le détail. C'est élaboré pour faire en sorte que la responsabilité est collective. Bien sûr, même si Stanisic avait été le commandant d'une unité de 91 à 95, il est évident bien sûr qu'il faut néanmoins examiner tout lien, toute action, chaque crime. Et si vous pouvez en trouver, il faut examiner chaque ordre donné. Passons maintenant à la deuxième partie de la présentation des moyens à décharge et ce que nous allons présenter en tant qu'élément de preuve. Nous allons nous appuyer sur la déposition de 21 témoins, dont 19 vont déposer de vive voix dans le prétoire. Nous allons nous appuyer sur un grand nombre d'éléments de preuve. Un grand nombre émane de la liste de l'accusation et nous allons présenter ce que l'accusation n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire de mettre les questions essentielles dans leur contexte et les expliquer. Nous allons nous concentrer sur 5 idées principales et nous allons les traiter dans l'ordre chronologique du mieux que nous le pouvons. Diapositive 15 le montre. Première partie de la thèse de la défense. Stanisic et la DB s'étaient élaborés pour sécuriser la Serbie et non pas pour mener une guerre dans les républiques. Deuxième point, l'émergence d'un conflit ukrainien et à Golubic en tant que tentative de défense. Troisième partie, le rôle des opérationnels de la DB dans le conflit, notamment dans la SBSO. Quatrième point, la création de l'unité JATD en 1993. C'est la première unité antiterroriste de Stanisic. Et cinquième point, nous allons parler des événements survenus de 93 à 95 et la participation de Stanisic aux opérations de sécurité et d'aide humanitaire. Donc le premier point, Stanisic et la DB, élaborés pour sécuriser la Serbie et non pas mener une guerre dans les républiques. La première phase de la présentation des moyens à décharge va se concentrer sur Stanisic et la DB. Le thème de cette partie de la thèse de la défense est résumé par le témoin de l'accusation RFJ 130,
qui, lorsqu'on lui a posé la question de savoir si Stanisic avait dirigé un camp d'entraînement à Korenica, a répondu en cachant à peine la dérision dans sa voix. Pourquoi est-ce que le chef de la sûreté de l'État dirigerait un camp d'entraînement? C'est comme si un ministre était nommé pour servir de chef dans la cuisine. Fin des citations. Donc la première partie de la thèse de la défense va expliquer certains faits de base portant sur M. Stanisic, son caractère et le service de la sécurité de l'État. La DB n'était pas tenue ni équipée pour avoir ce rôle présumé. M. Stanisic était un professionnel apolitique à la tête d'un organe au sein du MUP de Serbie qui était et devait être non discriminatoire. Notre premier témoin, RJS 01, si on lui permet de déposer, va confirmer son rôle important, ou je devrais dire notre témoin anticipé initialement, si on lui permet de déposer, va confirmer le rôle qu'il a joué au sein de la communauté internationale. Pendant ces jours d'ivresse nationaliste et de haine raciale, se reprend l'interprète, Stanisic était le seul à tendre la main de l'amitié, de la modération à la communauté internationale et s'est servi de son influence pour aider à ce que la crise soit résolue. Il faut signaler qu'il était le seul officiel en Serbie qui avait le droit de se déplacer à l'extérieur des frontières de Yougoslavie. Il y avait plus de 100 autres officiels haut placés en Serbie qui n'avaient pas le droit de se déplacer à l'extérieur des frontières de Yougoslavie. Comme notre témoin, membre de l'ADB, vont le montrer, Stanisic était un civil professionnel, un fonctionnaire, se reprend l'interprète, professionnel, qui s'efforçait à imposer la légalité. Il s'efforçait à ce que l'ADB ne devienne pas un organe du parti espèce de Milosevic et que l'ADB agisse en tant que protecteur de l'État et du peuple. Il a refusé de rejoindre les rangs du parti de Milosevic et il a insisté pour que ses employés fassent pareil. Le mandat de l'ADB était de recueillir des informations afin de détecter et prévenir des activités qui avait pour l'objectif de miner et renverser l'ordre constitutionnel. Comme tous les premiers témoins vont confirmer, à savoir RJS 02, 03 et 04 vont déposer, lutter contre l'extrémisme serbe en Serbie par le biais de l'opération Thompson était bien plus important que soutenir la guerre. D'où la tentative de créer l'unité en 1991. L'expérience de l'ADB dans les années 90, à bien des égards, a présagé la préoccupation des pays occidentaux dans le domaine de la sécurité, tels que connaissent le Royaume-Uni et la France, qui font face à des menaces de meurtre en masse sur leur propre sol, menaces proférées par plusieurs centaines de combattants radicalisés qui rentrent de Syrie et d'Irak. De même, des dizaines de groupes paramilitaires ont vu le jour en République fédérale de Yougoslavie entre 1991 et 1995 et qui étaient souvent liés aux groupes d'opposition au Parlement. Il y avait 80 000 hommes armés dont un grand nombre étaient déterminés à prendre le pouvoir si l'occasion se présente. Et s'il faut, par le biais de l'assassinat du président ou des officiels serbes. Plutôt que de poursuivre une guerre à l'extérieur des frontières, le travail de Stanisic était bien plus essentiel pour Milosevic. Il fallait maintenir la Serbie ensemble et empêcher l'éclatement de la guerre civile. Pas étonnant que Milosevic avait compris que Stanisic
était important pour réaliser cet objectif. L'accusation ne peut pas expliquer pleinement comment un organe relativement petit, qui était soi-disant criminel et présumé criminel et profondément impliqué dans les violences ethniques, a pu déployer une grande partie de ses ressources pour lutter contre la discrimination et protéger les minorités des paramilitaires. L'accusation ne peut pas expliquer comment Stanisic pouvait être l'homme chargé de sécuriser la Serbie en démantelant les paramilitaires sur le sol de la Serbie et néanmoins être à la tête des paramilitaires extrémistes de l'autre côté de la frontière en Croatie et en Bosnie. Cela n'a pas de sens. Il est évident que certains membres de l'ADB étaient impliqués dans la commission des crimes et que certains étaient liés aux paramilitaires. Et nous faisons valoir, et nous allons présenter des moyens de preuve pour montrer qu'il n'est pas plus responsable de leurs activités que le greffier de ce tribunal serait responsable si moi je prenais la décision de ne pas observer le code de conduite des conseillers de la défense. Diapositive 16 montre un échange entre la défense et Nilsson, l'expert pour le MOUP de l'accusation, portant sur les éléments de preuve selon lesquels Tsonogorats, lorsqu'il était détenu par Davidovic à Butchko en 1992, avait déclaré avoir été envoyé par Frankie Etepa et qu'il lui avait prêté des armes, des équipements et des voitures du poste de police. En parlant du rôle qu'aurait eu Stanisic par rapport au groupe de Tsonogorats, Nielsen a dit, je cite, « Si Stanisic n'avait rien à voir avec ça et si l'ADB était une institution qui n'avait rien à voir avec cela, cela ne pouvait dire que deux choses. Soit que M. Tepacevic et M. Simatovic agissaient de leur propre gré et illégalement, ou bien que M. Stanisic était très négligent dans l'exécution de ses tâches en tant que chef de l'ADB. » Nos premiers témoins vont expliquer qu'il n'était pas possible pour Stanisic de gérer de près toutes les fournitures d'armes ou d'ammunition. Il est impossible donc de l'expliquer comment il prenait des décisions concernant leur emploi ou l'engagement des agents, des associés ou des forces de réserve ou de leur paiement de per diem. L'accusation brosse une image profondément erronée de la structure de la DB en tant qu'une organisation civile secrète où travaillaient des professionnels et dont la mission ne pouvait être accomplie que en croyant que ces professionnels allaient agir en s'appuyant sur leur propre jugement. L'accusation essaye de donner une image de la DB comme étant une hiérarchie militaire ou de la comparer à une telle hiérarchie où le besoin des opérations militaires nécessite de donner des ordres et d'obéir mécaniquement à ces ordres, ce qui représente une ignorance fondamentale pour ce qui est de la différence en mission et en mode opératoire entre ces deux organisations. Le deuxième groupe de preuves de la défense concerne l'éclatement de conflits dans la Krajina et concerne Golubic comme moyen de la défense. Comme cela a été déjà dit, l'image que l'accusation donne du conflit est manifestement et intentionnellement erronée. Il n'y a pas une seule pièce à conviction démontrant que Golubic, fonctionnant entre l'avril et le juillet 1991, a été créé aux fins d'offensive ou aux fins criminelles. Cette thèse n'a qu'un seul but, et c'est de blâmer Milosevic et à présent Stanisic pour avoir aidé les Serbes en Croatie entre l'avril et l'août 1991. Comme la thèse de la défense va montrer, et
Indépendamment du fait de savoir comment Martic, Babic et d'autres criminels ont agi plus tard, les Serbes en Croatie, à partir de 1990, avaient des raisons objectives impératives de craindre pour leur sécurité. Tudjman et son gouvernement étaient fascistes. Et ils croyaient que les Serbes, je cite, devaient être expulsés, baptisés, tués, fin de citation, et ce qui s'était dans une grande mesure passé en 1995. La défense va présenter des preuves par le biais de témoignages des témoins RJ 605, RJ 06 et RJ S07, dont tous occupaient des positions politiques significatives ou jouaient des rôles importants dans la Krajina pendant la période concernée. Ils vont confirmer que l'extrémisme politique et militaire croate a représenté une menace existentielle pour la communauté de la minorité ethnique serbe dans la Krajina. Comme le témoin RJS 05 va confirmer, c'est un croate, des dizaines de villages serbes se sont trouvés sous des attaques des forces spéciales croates, du MUP croate et ou de la GNG. Les villageois serbes ont perdu leur vie et beaucoup plus d'entre eux ont été contraints à fuir le domicile. Au lieu d'avoir des armes modernes, des habitants locaux étaient armés de fusils de chasse ou des armes obsolètes, dont certaines dataient de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les premiers jours, le SDS supervisait l'approvisionnement en armes qui était l'approvisionnement ad hoc et aux fins de la défense. Certaines cellules de crise se sont organisées elles-mêmes, mais il y en avait qui coordonnaient les efforts dans des villages pour défendre leurs villages qui étaient menacés. Comme les preuves vont montrer, cela est très éloigné de la thèse disant qu'il s'agissait de l'approvisionnement coordonné dont l'objectif était de permettre le déroulement des opérations d'offensive sponsorisées par l'État serbe. Il est significatif de voir qu'avant le mois d'août 1991, la JNA, à travers la Croatie, a essayé de prévenir une nouvelle escalade de la violence des deux côtés et enfin, encore une fois, a joué le rôle de tampon pour séparer les villageois et les milicias formés ad hoc entre les deux côtés. Mais ce que l'accusation en dit, ils ont essayé d'établir l'existence de cette entreprise criminelle commune présumée qui aurait commencé en avril 1991 pour s'assurer que les actes de Stanisic à Golubic et le soutien que Stanisic aurait fourni aux Serbes de Croatie puissent être vus comme des contributions à la réalisation de l'objectif criminel. Pour cela, ils ont besoin de plus qu'une collection d'actions de défensive maladroites par les villageois faiblement armés ou par la police nouvellement créée. Ils ont besoin de la JNA et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune présumée de Belgrade qui ont agi de concert pour permettre la commission des crimes. Et comme les témoins de la défense vont confirmer, en avril 1991, il y a eu une série de mesures de la défense prises au niveau local et également la décision d'ouvrir Golubic en avril 1991, mais non pas pour entraîner des paramilitaires, mais pour s'assurer que la police locale soit apte à défendre des villages qui ont fait l'objet des raids lancés par les milicias et par les gangs en maraude. Et l'assistance ad hoc venant de Belgrade incluait des armes pour ces policiers et Bogdanovic, qui alors était ministre de l'Intérieur, et Tepavčević, ainsi que des généraux de la JNA à la retraite, se sont occupés de cela. Et malgré le rôle prééminent que ce camp a joué selon la thèse de l'accusation, ce camp n'a opéré que pendant 3 mois et a entraîné seulement entre 200 et 300 hommes.
Maître Bakrac, je dis au nom de M. Simatovic qu'il n'a pas reçu l'interprétation pendant quelques instants. Est-ce que vous entendez l'interprétation maintenant? L'interprétation en BCS? Le président, je suppose que les interprètes ont entendu l'intervention de Maître Bakrac. Et cela va corriger. Je pense qu'il ne s'est pas agi d'une période conséquente sans interprétation. Maître Bakrac, non, Monsieur le Président, vous avez raison. C'est pour l'accusé que j'ai demandé qu'on continue à recevoir l'interprétation. Sinon, il n'y a aucun problème. C'était très bref. Mais tout va bien, merci. Le Président, merci. Malgré le rôle prééminent que ce camp joue dans la thèse de l'accusation, il n'a opéré que pendant 3 mois et dans ce camp, il n'a été entraîné qu'entre 200 et 300 hommes. Et malgré l'entraînement de base de style d'infanterie militaire, l'accent a été mis sur la formation des policiers, non pas des combattants ou des forces spéciales. Tout un chacun des témoins dans cette affaire parle de la formation de Golubic comme d'un projet au fin de la défense. Comme la diapositive 17 montre l'affirmation selon laquelle les ninjas du capitaine Dragan étaient les forces spéciales, ferait rire si elle n'était pas si tragique. Seulement quelques semaines avant le commencement de l'entraînement, le capitaine Dragan a téléphoné à un ami pour lui demander, je cite, le manuel pour l'entraînement d'infanterie de base. Fin de citation. Mis à part la tentative d'avancer la thèse de responsabilité collective, la partie la plus scandaleuse de la thèse de l'accusation est la partie où elle essaye de raconter l'histoire en diabolisant un côté. Donc elle passe outre la brutalité des crimes commis contre les Serbes en Croatie et leur droit à l'autodéfense. Ce fait ne doit pas être oublié seulement parce que Martic et Babic et leurs semblables ont commis des crimes plus tard. Une victime est une victime, de quel côté qu'elle vienne. Entre-temps, comme la thèse de la défense va montrer, pendant que toute cette violence et ce chaos se produisaient dans la Krajina, Stanisic se défendait d'une autre attaque lancée contre lui à Belgrade par son propre ministre de l'Intérieur, Bogdanovic, et par le chef du service, Jan Ackovic. Les témoins RJS 02, RJS 04, RJS 05 et RJS 15 vont expliquer comment Bogdanovic et Janackovic ont cherché à renvoyer Stanisic, à l'éloigner du service, par le faire examiner par une commission qui s'est penchée sur soi-disant sa trahison. Et cette commission a fonctionné entre le mois d'avril 1991 et le mois de juillet 1991, malgré le fait que les Serbes de Belgrade n'ont pas commis de crime en fournissant de l'aide aux Serbes en Croatie. La paranoïa de Jan Ackovic a assuré que Stanisic ne soit pas apte à jouer aucun rôle. L'expert de l'accusation, Nielsen, a soutenu que Stanisic a fait l'objet de l'enquête menée par cette commission seulement jusqu'au mois de 1991.
Et cela ne peut pas provoquer de contestation sensée pour ce qui est de cet impact général. Pour ce qui est de la diapositive numéro 18, qui ne doit pas être montrée en public, d'après Kertész et des conversations interceptées, Stanisic devenait fou. Il avait les mains liées. Il ne pouvait rien faire en juin 1991 puisque son chef, Jan Ackovic, disait qu'il était un obstacle insurmontable. Pourquoi Milosevic n'a-t-il rien fait pour protéger Stanisic de ces attaques politiques et professionnelles lancées contre lui? C'est une autre question sans réponse. Et cette question nous a été posée par la thèse de l'accusation. La troisième partie de la thèse de la défense va se concentrer sur l'affirmation de l'accusation selon laquelle Stanisic a mis ses agents de la DB, Koic, Kostic et Sharat, sur les positions dirigeantes dans la région de la SBSO pour, je cite, exercer un contrôle effectif sur ces structures. Fin de citation. Comme la défense va montrer en présentant sa thèse, cette allégation ne représente que une tentative pour présenter une image erronée du travail du service professionnel de la sécurité de l'État. Bien sûr, Stanisic a recruté les agents de la DB au sein de la SBSO et donc placer ces opérationnels, ces agents dans des institutions étrangères qui représentent un intérêt, un gagne-pain pour ces agents du renseignement. Dire que cela équivaut à une influence exercée sur cette organisation représente une image profondément erronée de la nature du travail du renseignement et des contre-renseignements. Pour ce qui est des opérationnels de la DB dans la région de la SBSO, il y a Vekovic, Kostic, Sharat et Lemic. Dans la lumière du besoin des renseignements pour sécuriser le territoire, il serait tout à fait responsable de ne pas avoir établi et maintenu ces liens. Pour établir que ces hommes représentaient la contribution de Stanisic à un quelconque objectif criminel, l'accusation doit montrer que Stanisic a incité, a ordonné, a encouragé ou autrement utilisé les personnes qui n'étaient pas membres de l'entreprise criminelle commune pour commettre des crimes afin de réaliser l'objectif commun. Cela implique la réfutation d'un élément évident et tout à fait légal, à savoir l'explication selon laquelle ces opérationnels collectaient des renseignements et opéraient dans le cadre d'un objectif limité pour défendre l'intérêt national serbe. Là, le problème pour ce qui est de la thèse de l'accusation se définit comme ceci. L'accusation donc allègue que Stanisic a commandé ces opérations de la DB, commandé les institutions dans lesquelles il travaillait au sein de la TO de la police et du gouvernement de la SPSO. Mais ils ne sont pas capables d'indiquer le modèle d'intervention dans le travail de ces organes qui dirigeaient tout cela sur le territoire, et encore moins de montrer qu'il y a eu une sorte de commandement sur ces opérationnels. Et la défense va montrer que l'accusation a donc peine à construire sa thèse contre Stanisic
en présentant les rôles qui ont été joués par les autres. Au lieu d'accepter ces rôles joués par les autres, l'accusation cherche à criminaliser la fonction du renseignement. Il y avait donc parmi ces personnes Badja, qui était à la tête de la TO de la police, Kertész, qui était parmi les coordinateurs principaux, la JNA et Arcane, dirigeaient des combats. Et malgré cette multitude de protagonistes, l'accusation allait que Stanisic et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune de Belgrade organisaient de façon hebdomadaire des transferts des armes vers la région de la SBSO et de la SAO de Krajina en utilisant l'association des immigrés serbes. Et c'est une allégation insensée. C'est la diapositive numéro 19. Comme l'accusation le sait très bien, la logique et le sens commun ne peuvent pas corroborer cette allégation farfelue. Et comme la diapositive numéro 19 montre, Kertész était la personne qui était le coordinateur principal et non pas Stanisic pour ce qui est des approvisionnements dirigés vers la SBSO avant que la JNA n'intervienne à ce niveau en août 1991. Et après le mois d'août 1991, la JNA a commencé à intervenir en approvisionnement de suffisamment d'armes et de munitions pour Azev Vukovar. Les témoins de la défense RJS 08, RJS 09 et 10 vont corroborer cela par leur témoignage en confirmant que les opérationnels de l'ADB qui travaillaient en Croatie, y compris Kojic et Kostic, collectaient des renseignements au nom de l'ADB. Si Stanisic avait joué le rôle allégué, certains de ses fonctionnaires avaient été au courant de cela, mais aucun des témoins ne peut indiquer des opérationnels de l'ADB recevant des ordres de Stanisic ou agissant à travers de ces institutions pour faire réaliser ses désirs. Encore une fois, pour ce qui est également de cas d'Arcane et des bérets rouges qui proliféraient dans la région de la SBSO, Stanisic semble avoir commandé ces hommes pour permettre la commission des crimes sans que personne ne s'en apercevoir. Monsieur le Président, je pense qu'il est venu le moment propice pour faire la pause. Le Président, très bien. Nous allons donc faire la pause et nous allons reprendre à 11h30.